Bonjour à toutes et à tous. Je présente dans cette vidéo une présentation, on va dire plus ou moins résumée, des paramètres hybrides H du transistor bipolaire à jonction utilisés à chaque fois qu'on veut modéliser le transistor en régime des petits signaux. Donc, avant de passer aux paramètres H, on va essayer d'introduire le besoin d'utiliser ces paramètres. Pourquoi utiliser ces paramètres et quand est-ce qu'on aura besoin de les utiliser? Bien évidemment, comme j'ai dit, on les utilise lorsque on change de régime, on passe du régime statique, parce que le régime statique, ça va nous servir juste pour polariser le transistor. Donc une fois polarisé, on va utiliser le régime petits signaux et bien le régime dynamique, ce qui va nous permettre d'amplifier généralement un courant, une tension d'entrée en un courant ou une tension de sortie. D'accord? Donc je commence tout d'abord par représenter la caractéristique d'entrée, de sortie et l'ensemble de ces caractéristiques. Et je vais essayer de présenter, à partir de ces caractéristiques, le passage vers le domaine des petits signaux. Donc je commence par la caractéristique d'entrée, c'est IB en fonction de VBE, et bien évidemment, pour une valeur de VCE égale à une constante, mais lorsque je travaille avec le montage émetteur commun. Montage émetteur commun, ça veut dire que la caractéristique d'entrée, c'est IB en fonction de VBE, et la caractéristique de sortie sera IC en fonction de VCE. Donc, je prends le montage, le voilà. Donc, je prends un montage quelconque, et je suis plus intéressé par la partie entrée, constituée par le générateur de polarisation VBB, qui va polariser émetteur basse, et je vais essayer de représenter cette caractéristique. Donc expérimentalement, voilà ce qu'on trouve. IB en fonction de VB, on trouve cette allure-là pour une VCE égale à une constante. Donc, et cette jonction base émetteur, lorsqu'elle est polarisée dans le sens direct, on a expliqué cela dans le cours, polarisée dans le sens direct, elle se comporte comme une diode, avec une tension seuil autour de 0,7 volts. Bon, je vais essayer d'étudier ce circuit d'entrée pour présenter, on va dire, la droite d'attaque statique. Donc, circuit d'entrée constitué par la tension VBB, la tension URB et la tension VBE. Donc, en appliquant la loi de May, VBB égale à URB plus VBE égale à RBIB plus VBE. Et donc, ça nous permet d'avoir cette équation qui relie IB en fonction de VBE pour une tension VBB égale à une constante. Et ça, on l'appelle la droite d'attaque statique. Donc, on peut la tracer et ça nous permet de dégager ce qu'on appelle le point de fonctionnement de l'entrée. Et donc, cette droite d'attaque, elle a comme coordonnée, donc la coordonnée ici, c'est lorsque VBE égale à 0, ça nous donne que IB égale à VBB sur RB, et la deuxième coordonnée, c'est que lorsque IB égale à 0, ça nous donne que VBE égale à VBB. Et voilà notre point de fonctionnement, autour duquel on va voir qu'il y a des petites variations, c'est ce qu'on appelle les petits signaux. D'accord? Donc, ce qu'on constate, c'est que IB, il y a une seule courbe, c'est-à-dire que IB en fonction de VBE, il n'est pas du tout influencé par VCE. Parce que s'il s'était influencé par VCE, on devrait représenter plusieurs courbes, chaque courbe relative à une valeur de VCE, mais comme elle a présenté une seule courbe,
ça veut dire que cette courbe IB en fonction de VBE, elle n'est pas du tout influencée par la valeur de VCE. Je passe à la caractéristique de sortie, tant que je suis au niveau du montage émetteur commun, ici en fonction de VCE. Cette fois-ci, c'est une caractéristique qui est trop influencée par la variation du IB. C'est la raison pour laquelle on va voir que lorsque je représente cette caractéristique, je vois qu'elle varie en fonction de la valeur de IB. Donc, voilà la caractéristique. Donc ici, en fonction de VCE, on voit bien que j'ai un ensemble de courbes. Chaque courbe, elle est relative au courant IB, IB0, la plus faible valeur, jusqu'à une certaine valeur de IB5. Donc, si je considère le circuit cette fois-ci de sortie, afin de déterminer la droite de charge, et ça va nous aider à positionner le point de fonctionnement côté de sortie. Donc, si je considère le circuit de sortie VCC, URC, VCE, en appliquant la loi de May, ça nous donne que VCC égale à URC plus VCE, égale à RCIC plus VCE, et bien évidemment, voilà l'équation qu'on cherche, qui relie ici en fonction de VCE, c'est ce qu'on appelle la droite de charge statique. Donc je peux la placer, la voilà. Donc, c'est une droite de charge statique qui admet comme coordonnées VCC. Donc VCC, ça veut dire que pour IC égale à 0, je mets IC égale à 0, donc je trouve que VCE c'est VCC. De même, l'autre coordonnée, c'est VCC sur RC. Donc, ce qu'on peut discuter, c'est que de cette caractéristique, on peut tirer, on va dire, les différents fonctionnements du transistor, à savoir la commutation et l'amplification. Donc, si je considère cette première zone hachurée en bleu, qui correspond à un courant IB qui est pratiquement nul, c'est très très faible, donc je peux dire que il est égal à 0. Donc, on appelle cette zone-là, c'est une zone de blocage, où le courant IB, il est pratiquement nul. Et si on fait une projection, ça va nous donner également un courant IC qui est égal à 0. Et par conséquent, la relation du gain que nous avons vu dans le cours, elle est valable toujours. D'accord? Maintenant, ce point-là, qui représente l'intersection entre la droite de charge et, on va dire, la zone de blocage, ou bien la droite, la caractéristique qui correspond à la caractéristique du blocage, on l'appelle un point de blocage. Il a comme coordonnée IC de blocage, et bien évidemment, je passe à une deuxième zone, on l'appelle la zone de saturation. Cette zone de saturation, je peux également définir l'intersection entre cette, on va dire, cette caractéristique normalement qui se trouve l'intersection entre la caractéristique pour une certaine valeur de IB et la droite de charge. Bon, c'est pas bien ici, c'est pas bien fait. Donc ça s'appelle le point de saturation. C'est-à-dire là, ici, c'est une intersection entre une caractéristique IB0 et la droite de charge. Et là, c'est une intersection entre une autre caractéristique IB, une certaine valeur, avec toujours la droite de charge. Ça va nous donner ce qu'on appelle un point de saturation, avec ses coordonnées, la tension VCE-SAT, et avec son abscisse, son ordonnée, c'est ICE-SAT, donc ce sont les deux coordonnées de ce point de saturation. D'accord? IC saturation, il est pratiquement égal à VCC sur RC. La même chose pour le point de blocage, sa tension, il est autour de VCC. Donc, une troisième zone, c'est la zone active, c'est la zone linéaire où le transistor va jouer le rôle d'un amplificateur. Donc, dans la zone de saturation, le transistor va jouer le rôle d'un interrupteur ouvert, donc il sera équivalent à un circuit ouvert, d'accord, plutôt à un circuit fermé, d'accord. Dans la zone de saturation, le transistor joue le rôle d'un interrupteur fermé, donc il est équivalent à un
court-circuit ou à un fil. Dans la zone de blocage, le transistor joue le rôle d'un circuit ouvert. D'accord? Donc, les deux zones zone de saturation et la zone de blocage, correspondent à ce qu'on appelle le phénomène de commutation. C'est-à-dire que le transistor, dans ces deux zones-là, va switcher entre deux états. Un état où il se comporte comme un court-circuit, et là, comme un circuit ouvert, ou bien un interrupteur fermé, ou bien un interrupteur ouvert, et donc ça, on l'appelle un organe de commutation. Et entre les deux, vous avez une zone linéaire, c'est la zone où on doit utiliser le transistor afin d'amplifier notre signal. Donc, le courant de IC, de sortie, il est compris entre le courant de blocage et le courant de saturation. Voilà, donc j'ai mis les 4 caractéristiques du transistor dans le même graphe. Donc, il s'agit de 4 cadres, 4 repères différents. Le premier, ça représente la caractéristique de sortie. Le troisième, ça représente la caractéristique d'entrée. Et puis le reste, ça, c'est la caractéristique de gain en courant. Et j'ai, dans le dernier cadre, la caractéristique de gain en tension. Bon, autour de ces points de fonctionnement P0 pour la sortie, point de fonctionnement de l'entrée, qui sont l'intersection entre la droite de charge et la caractéristique, et puis ici la caractéristique d'entrée et la droite d'attaque. Nous avons 2 points de fonctionnement. On peut faire la projection au niveau du caractéristique de gain et au niveau du caractéristique de gain en tension. Ce qui se passe, c'est que nous avons, suite comme j'ai expliqué dans le cours, nous avons autour de ces points de fonctionnement, nous avons des variations, des petites variations, des petites amplitudes qui varient dans le temps. C'est ce qu'on appelle les petits signaux. D'accord? Donc, au niveau du transistor, nous avons les caractéristiques statiques, VCE, IC, IB, VBE, plus les petites variations autour de ces points de fonctionnement qui varient bien évidemment dans le temps. Donc, on est plus intéressé par ces variations dans le temps. Ça veut dire que dans un montage, nous avons 2 grandeurs, des grandeurs statiques qui vont servir pour polariser le transistor, et nous avons des caractéristiques, et nous avons des grandeurs variables qui traduisent ces variations autour de ces points de fonctionnement. Et donc, on va essayer de modéliser le transistor vis-à-vis de ces petits signaux. Donc, avant de passer à la modélisation, je vais essayer de définir c'est quoi un quadripôle. Donc, un quadripôle, c'est un composant ou c'est un circuit qui a 2 entrées. Chaque entrée a 2 entrées et 2 sorties. Les 2 entrées, ça veut dire courant d'entrée et tension d'entrée. Et 2 sorties, ça veut dire le courant de sortie et la tension de sortie. On représente symboliquement un quadripôle par une boîte noire, d'accord, avec un côté, c'est la source, d'accord, et de l'autre côté du quadripôle, nous avons une charge. Donc, côté de la source, on appelle ça une entrée, caractérisée par les 2 grandeurs courant I1, V1, c'est-à-dire c'est un courant d'entrée et c'est une tension d'entrée. Et côté de la sortie, j'ai également les 2 grandeurs, le courant de sortie et la tension de sortie. Donc par convention, on donne le sens positif au courant qui pénètre dans le quadripôle.
c'est-à-dire I1 et I2, on les considère comme positifs parce que ça correspond à des courants qui entrent dans le quadripôle. On a trois types de quadripoles. Les quadripoles passifs, qui sont constitués uniquement par des éléments R, L et C. Des éléments ou des quadripoles actifs qui comportent au moins un composant actif, transistor, diode, etc., et qui sont alimentés par une source de tension continue. Et puis, un quadripôle linéaire, c'est un quadripôle qui ne comporte que des dipôles passifs linéaires. D'accord? Il existe donc, pour un quadripôle actif linéaire, un domaine de linéarité. D'accord? Donc on va essayer. C'était juste un aperçu, un rappel sur le quadripôle. On passe maintenant aux paramètres hybrides qui vont nous aider à modéliser le transistor bipolaire en régime des petits signaux. Donc les paramètres hybrides sont une des multiples représentations possibles pour un quadripôle en électronique. Il y a les paramètres impédance, les paramètres admittance, les paramètres chaîne. Il y a plusieurs paramètres, mais on est plus intéressé par les paramètres hybrides qui vont nous aider à modéliser notre transistor vis-à-vis du régime variable ou ce qu'on appelle le régime de petits signaux. D'accord? Donc, comme j'ai dit, ce régime dynamique ou ce régime des petits signaux, c'est-à-dire les petites variations autour de points de fonctionnement. Donc, on définit la matrice hybride de la manière suivante. Donc, c'est une matrice qui relie entre tension et courant, tension d'entrée, courant de sortie, courant d'entrée, tension de sortie. Ça veut dire c'est mélangé, d'où la notion de hybride. On mélange entre tension et courant, et entre entrée et sortie. On appelle ça une matrice hybride. Donc V1 c'est une tension d'entrée, I2 c'est un courant de sortie, I1 c'est un courant d'entrée, V2 est une tension de sortie. Dans le cas de notre, on va dire, pour donner plus de visibilité, je mets le VE, entrée, S, sortie, voilà. Et dans le cas, on doit écrire, on doit traduire cette notation matricielle en deux équations, VE, H11IE, plus H12VS, et IS, c'est H21IE, plus H22VS. Donc, signification des paramètres hybrides. Donc, lorsqu'on veut calculer H11, on peut se débarrasser de VS. Donc, ça va nous donner que H11 égale à VE sur IE pour VS égale à 0. C'est-à-dire, c'est une tension d'entrée sur un courant d'entrée. Et on sait bien que la tension d'entrée sur le courant d'entrée, c'est une impédance d'entrée ou bien c'est une résistance d'entrée. Donc, c'est une impédance d'entrée, c'est une résistance d'entrée, mais lorsque la sortie, elle est court-circuitée. De même, on peut déterminer H12 lorsqu'on annule le IE, c'est-à-dire IE égale à 0, et là, je me retrouve avec VE sur VS, et VE sur VS, c'est l'inverse du gain en tension. On l'appelle aussi réaction de la sortie sur l'entrée. C'est un gain. Donc, lorsque l'entrée, elle est ouverte, c'est-à-dire IE égale à 0, ça veut dire à l'entrée, on met un circuit ouvert. H21, qui représente IS sur IE, c'est-à-dire le courant de sortie sur le courant d'entrée, mais à condition que la sortie soit court-circuitée, ça représente également un gain. Mais c'est un gain en courant. D'accord? Lorsque la sortie elle est court-circuitée. Et finalement,
le H22, qui représente le courant de sortie sur la tension de sortie. Un courant de sortie sur une tension de sortie, c'est l'inverse d'une impédance, c'est une admittance, lorsque l'entrée elle est ouverte. Donc H11, pas d'unité, c'est le ohm plutôt. H12, pas d'unité. H21, pas d'unité, pas de dimension. Et le dernier paramètre, IS sur VS, c'est le ohm-1. C'est l'inverse d'une impédance. Côté pratique, on peut déterminer expérimentalement ces paramètres de la manière suivante. On va essayer de court-circuiter la sortie, comme on l'a fait. Donc pour déterminer H11, on doit court-circuiter VS. Donc je prends le quadripôle, je mets un court-circuit côté sortie, et côté entrée, on place un ampère-mètre et un voltmètre pour mesurer le courant IE et la tension VE. Et comme ça, je peux mettre VE sur IE, ça va nous donner la valeur de H11. De même H21, d'accord? Toujours, je vais mesurer, je vais court-circuiter la sortie, mais cette fois-ci, j'aurai besoin de 2 ampères-mètres, un pour mesurer le courant de sortie et un pour mesurer le courant d'entrée. Donc, je court-circuite la sortie, et je mets un ampère-mètre pour mesurer le courant de sortie, et un ampère-mètre pour mesurer le courant d'entrée. Donc de même, pour mesurer les deux autres paramètres, on va mettre l'entrée en circuit ouvert, c'est-à-dire il n'y a pas de courant qui circule à l'entrée. Donc H12, c'est VE sur VS, IE égale à 0. Donc je prends le quadripôle, je laisse le circuit ouvert, donc ici c'est un circuit ouvert, et je mets un voltmètre pour mesurer la tension d'entrée, et de l'autre côté, je mets également un voltmètre pour mesurer la tension de sortie. De même pour le H22, j'aurai besoin d'un ampère-mètre pour mesurer le courant de sortie, et d'un voltmètre pour mesurer la tension de sortie, mais lorsque l'entrée elle est ouverte. Donc voilà le quadripôle. Là, c'est ouvert. C'est une entrée ouverte. Là, je vais placer ici un voltmètre pour mesurer la tension de sortie et un courant pour mesurer le courant de sortie. Et comme ça, je peux facilement déterminer les 4 paramètres hybrides H11, H12, H21 et H22 expérimentalement. Donc, on va essayer maintenant de projeter cette notion de matrice hybride et de quadripôle dans le cas d'un montage. Donc, on va travailler avec un montage en émetteur commun, c'est-à-dire on va déclarer que notre émetteur il est considéré comme une référence, il est lié à la masse, donc c'est une référence qui va nous aider à mesurer des grandeurs d'entrée par rapport à cette référence et des grandeurs de sortie par rapport à la même référence. Donc c'est un émetteur commun, commun à l'entrée et commun à la sortie. Donc je prolonge le collecteur et la base, et l'émetteur, c'est la référence, et donc je peux mettre le tout et considérer ce transistor comme un quadripôle, où l'entrée, où j'ai une entrée et une sortie. Pour l'entrée, j'ai les deux grandeurs, VBE, IB. Regardez bien que j'ai changé de notation. D'habitude, je travaille avec des lettres majuscules. Maintenant, ce sont des lettres minuscules parce que je suis intéressé uniquement par la variation dans le domaine temporel. Les petits signaux, les petites variations, bien évidemment, dans le temps. De même, côté de sortie, j'ai les deux grandeurs de sortie, qui sont variables également dans le temps. Et maintenant, je peux voir que j'ai comme un quadripôle. Donc, le transistor, maintenant, il se comporte comme un quadripôle, avec une tension d'entrée, un courant d'entrée, un courant de sortie et une tension de sortie. Et là, je peux maintenant écrire la matrice hybride qui représente la tension d'entrée, le courant de sortie et le courant d'entrée et la tension de sortie.
Donc, je vais traduire cette notation matricielle par deux équations. VBE H11IB plus H12VCE. De même, IC, courant de sortie, c'est H21IB et H22VCE. Et donc, je vais essayer de traduire ces deux équations par un schéma équivalent. Donc la première chose à faire, c'est de placer l'émetteur, étant donné que c'est une référence commune à l'entrée et à la sortie. Comme l'émetteur il est directement relié à la masse, donc je relie l'émetteur à la masse. Parfois, l'émetteur n'est pas relié directement à la masse, il est relié via une résistance. Donc, avant de mettre la masse ici, il faut mettre une résistance. Comme nous avons vu dans les travaux dirigés. Une résistance RE, bien dans le cours. Maintenant, reste la base et le collecteur. Donc, je place la base. Je place le collecteur. Et j'essaie de remplir selon ces deux équations. Donc, la première équation, c'est VBE. C'est une tension qui va se partager en deux tensions. La première tension, elle traduit la loi d'Ohm, c'est-à-dire VBE sera égal à une tension au bord d'une impédance H11IB, donc je vais placer une impédance H11. Et le deuxième terme, c'est un générateur de tension, parce que H12 c'est une constante, donc je vais placer ici un générateur de tension, H12VCE. Et voilà, j'ai terminé avec la partie entrée, qui est la base émetteur. Je passe maintenant au côté de la sortie. Donc j'ai un courant de sortie qui va se partager, c'est-à-dire j'ai la loi de nœud, c'est un courant qui se partage, un courant H21IB, H21 c'est une constante, donc ça va partager entre deux courants. Celui-là, H22VCE, je dois la traduire sous forme de l'inverse de 1 de H22, comme ça, VCE sera égal à 1 sur H22 fois ce courant. Donc ce courant qui va circuler ici sera H22 fois VCE. D'accord? Donc je répète, VCE, c'est 1 sur H22 fois ce courant qui passe ici. Donc quel est ce courant qui passe ici? C'est tout simplement H22 fois VCE. Et ce qui reste, c'est un générateur de courant de valeur H21IB. Donc voilà le schéma équivalent général d'un transistor bipolaire en régime des petits signaux, ou bien en régime dynamique, ou bien en régime variable. Bien évidemment, les petites variations, les petites amplitudes et les petits signaux. Et merci pour votre attention.